Voilà, nous sommes le vendredi 28 février 2025. Mesdames et messieurs, merci de suivre votre émission Grande Tribune. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par cet attentat à la place de l'Indépendance à Bukavu qui a fait 10 morts, selon le bilan de la FCM 23, 7 morts pour le gouvernement congolais. Le chef de l'État s'est également exprimé à ce sujet. Le président Tshisekedi a pris avec peine la mort de plusieurs compatriotes suite à une explosion qui a eu lieu lors d'un meeting forcé le jeudi dernier à la place de l'Indépendance à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le chef de l'État exprime donc sa solidarité avec les victimes. Il présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur exprime toute sa compassion. Le président Tshisekedi condamne fermement cet acte terroriste odieux qui a été perpétré par une armée étrangère présente illégalement sous le sol congolais. Voilà là, donc la réaction du président Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou encore Denis Mukwege, tous ont condamné. Martin Fayulu également, tous ont demandé que la lumière soit faite sur cette question. On va parler également des sanctions sur notamment le M23 et le Rwanda. La dernière sanction, c'est le Luxembourg qui a également décidé de suspendre son aide humanitaire ou de réorienter son aide vers les victimes de ces atrocités. Mesdames et messieurs, on va se limiter sur ces deux grandes thématiques pour vous pousser à comprendre le fond de la pensée. Alors, je suis avec deux invités sur ce plateau. D'abord, M. Freddy Mulumba, qu'on ne présente plus, journaliste, politologue, ancien patron de médias. Monsieur Freddy Mulumba, bonjour et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, cher Dan. On tient à informer notre peuple pour le libérer de la domination extérieure. Merci beaucoup. On a monsieur Harold Badibanga, tout vêtu de drapeau. C'est une arme de guerre. Oui. Quand on parle Congo, avant que l'on ne sorte quoi que ce soit de la bouche, celui qui vous voit doit déjà savoir de quoi vous venez parler et en faveur de qui vous venez parler. Vous voyez mon aîné Freddy Mulumba en Holocauste au Congo. Oui. Qui d'entre nous a pris le temps de lire l'ouvrage publié par Onana? Qui passe dans les médias pour véhiculer ne fût-ce qu'un message contenu dans cet ouvrage? Alors, en temps de guerre, vous avez des ministres dans ce pays qui passent dans les médias toujours en veste cravate, comme s'ils vont dans des fêtes. C'est bizarroïde. Merci beaucoup de prendre part néanmoins à cette émission. Alors, on va directement prendre la première thématique avant que je ne puisse présenter mes quelques questions d'actualité que j'ai déjà prévues sur ce plateau. Monsieur Freddy, je commence d'abord avec vous. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Bukavu. Là-bas, j'étais dans tous les camps. Que ce soit l'AFC qui qualifie cet acte odieux d'attaque commandité depuis Kinshasa par le régime du président Tshisekedi. Ici, à Kinshasa, on condamne cela, on indexe Corneille Nangaa et ses hommes. En tant que politologue, en tant que chercheur qui suit de plus près cette question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les informations que vous avez par rapport à ça? Je pense que Arnold s'est mieux placé pour parler des informations. Mais moi, je voudrais d'abord, avant de commencer ce débat, de donner au moins les clés de lecture. C'est tellement important, les gens savent ce qui se passe dans le passé. Les enjeux sont où? Et on ne comprendra jamais ce qui nous arrive si on n'a pas étudié l'évolution du capitalisme occidental prédateur, qui a eu à peu près 3 phases. La première phase, c'est quand il y a eu la révolution commerciale. En Europe, on a eu comme conséquence l'esclavage et la traite négrière. Deuxième phase, quand il y a eu donc la révolution industrielle, on a eu la conséquence comme colonisation. Maintenant, nous sommes dans la troisième phase du capitalisme. Donc, on peut parler de la révolution du numérique et couplée à la transition énergétique. Un nouveau monde s'ouvre. Et ici, je vais prendre seulement deux phases que tu dois comparer. Oui. La phase de la révolution, industrielle et la phase de la révolution numérique couplée de la transition énergétique. La révolution industrielle a eu comme conséquence 10 millions de morts,
un génocide oublié. Et je demande aux Congolais qui ont le sens de l'histoire de lire le livre de Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, un holocauste oublié. Adam Hochschild, c'est un historien, il est aussi journaliste, il est sociologue. Il a publié ce livre, il faut le lire attentivement. C'est lié à la révolution industrielle et Léopold II a tué 10 millions de morts, on a coupé les mains des Congolais. On a décimé à peu près la moitié de la population. Ça, c'est concernant la révolution, comment dirais-je, industrielle. La même chose maintenant avec la révolution du numérique. Charles Onana a publié Holocauste au Congo. Donc Charles Onana s'inscrit dans cette race des intellectuels, que je peux parler des intellectuels un peu humanistes, qui dénoncent ce que le capitalisme occidental fait sur le Congo. Donc après dans le Hochschild, on a eu Charles Onana. Mais concernant les atrocités donc dénoncées par Adam Hochschild, quelle était la conséquence? Au lieu de condamner Léopold II, qu'est-ce qu'on a fait? Sans procès, on a pris le Congo, on a annexé la Belgique. Léopold II est resté un homme propre aux yeux du monde entier. Maintenant, ce qu'il faut voir au niveau de la révolution industrielle, au niveau de la révolution, comment dirais-je ici, numérique, les points communs entre Léopold II et Kagame, tous avaient le soutien en Amérique. Les Américains soutenaient Léopold II en disant que c'était un philanthrope, un homme d'affaires, il a créé un État libre, et il avait beaucoup de gens à Washington, même les journaux, beaucoup de lobbying qui défendaient Léopold II. À un moment donné, il y a eu des intellectuels comme Adam Hochschild, qui c'est, le nom m'échappe, c'était un Britannique devenu anglais. Il a écrit un livre, un pamphlet contre Léopold II. Il a vu Mark Twain, il a rencontré le président américain. Et sur la base de la pression internationale, des intellectuels, des pasteurs, c'est ainsi qu'on a confié l'État indépendant du Congo à la Belgique. Là, c'est toujours... Ça, c'est au niveau de la révolution industrielle avec ses conséquences. Et quand on compare avec la situation actuelle, donc je voulais faire un peu une étude de ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Actuellement, là, vous voyez Kagame est abandonné. Kagame était très fort en Amérique. Qui le soutenait? Du temps, le Léopold II, c'était des hommes d'affaires. Hein? Mais actuellement, ce sont c'est ce qu'on appelle des globalistes. Et je recommande des livres pour que les gens lisent, comprennent ce qui se passe. Les réseaux Soros à la conquête de l'Afrique. Vous voyez, ceux qui soutiennent Kagame, ce n'était pas l'État américain. C'était les hommes d'affaires, ici symbolisés par les globalistes avec Soros à la tête. Il y a un autre livre écrit par Suzanne George, Les usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir. Donc, Suzanne George a montré que les hommes d'affaires, donc les entreprises internationales sont devenues très puissantes. C'est ainsi qu'ils influencent même l'ONU. Donc il ne faut pas faire confiance à l'ONU. Quand on prend ces résolutions, il faut se méfier. Pourquoi? Parce que derrière, les globalistes sont dedans. Ils influencent. Il faut que vous compreniez. Même s'il y a des sanctions sur le Rwanda, des sanctions contre les États. Ce sont des résolutions. Le seul qui a appliqué les sanctions, c'est l'Amérique. La sanction américaine a été mise sur, a été faite contre Moussa Kagame et les autres avant qu'on vote la résolution. C'était significatif. Parce que la révolution, on peut la voter et puis personne n'applique. Ici, les Américains, c'est la première fois que les Américains frappent et frappent. Maintenant, tous les autres s'alignent. Je voudrais aussi donner quelques clés de lecture pour que les gens lisent. Actuellement, là, ce qui se passe, c'est la guerre des métaux rares. Ce qu'on peut appeler la guerre pour le contrôle de minéraux stratégiques. Il y a un livre écrit par Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Il explique maintenant les véritables enjeux, la compétition entre la Chine et l'Occident et l'Amérique qui s'affrontent pour le contrôle de ces matières stratégiques, parce que sans ces minéraux stratégiques, on ne peut pas connaître la transition énergétique. Et il y a encore un deuxième livre, Minéraux stratégiques et enjeux africains. C'est un Africain camerounais, Apoli Bertrand Kameni. Lui, il a démontré
qu'à chaque fois qu'il y a des évolutions sur les plans technologiques, on a besoin des minéraux. Et dès qu'on découvre ces minéraux au Congo, c'est comme ça qu'il y a toujours une intensité de guerre. C'est une thèse de doctorat, il a publié un livre. Donc je demande à beaucoup de Congolais de lire. Ça c'est la partie industrielle, la partie histoire. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une deuxième guerre froide. La première guerre froide... Qui oppose qui, par exemple? La première d'abord, opposait l'URSS, l'Union soviétique, à l'Amérique, à l'Occident. Et pendant cette période, c'était beaucoup plus l'idéologie qui passait en avant. Et comment cette guerre froide a fonctionné sur l'État? C'est quand les intérêts américains, l'État américain, sont entrés en contradiction avec les intérêts des globalistes. Non, avec les intérêts de Trust, ceux qui soutenaient le Katanga avec Tchombe. Les Américains ont pris une décision d'éviter d'abord qu'il y ait un Cuba en Afrique centrale. Et pour cela, on a sacrifié Lumumba, on a sacrifié Daka Major. Il y a un ouvrage écrit par Suzanne Williams, Who Killed Daka Major? The Union, the Cold War and White Supremacy in Africa. Tout est expliqué. Il n'y a pas de choses à inventer. Moi, ce que j'aime, je préfère aujourd'hui, comme Trump nous a donné l'occasion d'être libre, de s'exprimer, la liberté d'expression est acceptée à travers le monde. C'est le moment où les intelligences congolaises, africaines, doivent sortir la science. Qu'on ne tombe pas dans les idéologies. Aujourd'hui, c'est la science qui peut nous sauver. Si aujourd'hui, Kagame est abandonné, c'est parce que les globalistes qui étaient à la base de la guerre l'AFDEL de 1997, qui avaient mis la main sur le Congo, viennent de quitter la Maison Blanche, le département d'État. On les a écartés tous par Trump. Maintenant, Trump, c'est un souverainiste, il n'est pas globaliste. Trump est contre les globalistes. Trump est contre les mondialistes. Donc, c'est une occasion pour nous de savoir comment, d'abord, définir nos intérêts et comment les défendre. Donc, cette nouvelle guerre froide, dans un monde multipolaire, va nous en sortir, à condition qu'on ait une élite de qualité. Il faut dire que notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Et si on ne prend pas garde, nous risquons de perdre le Congo. Donc c'est aux intelligences de s'y mettre et de travailler dans toute liberté et non sous pression des globalistes, parce que maintenant ils sont presque partout. Ils ont mis des moyens pour affronter Trump d'abord en Amérique et surtout en Afrique, là où ils sont un peu implantés partout. J'aurais quand même une question à vous poser par rapport à ça, par rapport à Trump, l'administration Trump et les décisions qu'il freine actuellement à travers le monde. Mais je vais vous repasser la parole pour ne pas donner l'impression que vous monopolisez la parole. Je vais vous repasser la parole nécessairement. Alors, monsieur Harold Badibanga, ça fait quand même un moment qu'on vous a vu prendre parole sur la place publique. Et voilà, aujourd'hui vous êtes là quand même. Alors, vous suivez cette actualité depuis un moment. D'abord les débuts de ces conflits jusqu'au jour d'aujourd'hui, partant de ce qui s'est passé hier à Bukavu. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous pouvez donner aux Kinois congolais par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain? La lecture de ce qui se passe, que l'on doit dire aux Kinois, aux Congolais de manière générale, même ceux qui sont en dehors de la République, c'est que nous sommes dans une guerre. Et cette guerre, c'est une guerre de libération. Nous sommes occupés, nous devons nous libérer. Et pour qu'on se libère, ce n'est pas la lutte du président Tshisekedi. Ce n'est pas la lutte de la première ministre. C'est la lutte de tous les Congolais qui doivent d'abord prendre conscience du fait que nous sommes dans une occupation, nous sommes agressés et le feu brûle tout haut à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Je suis désolé, ahuri, estomaqué, lorsque nous sommes agressés par un pays voisin, par les multinationales. Freddy Mulumba venait de parler des globalistes tout à l'heure. Pour ceux qui ne l'ont pas bien compris, les globalistes, là, ce sont les multinationales qui mettent leurs capitaux pour mettre la main de manière illicite sur nos minéraux. Et pour qu'on y arrive, il faut que chacun prenne conscience que la guerre que l'on fait, ce n'est pas une guerre qu'on fait à Tshisekedi.
Ce n'est pas une guerre qu'on fait à un régime de Tshisekedi. Parce que quand l'AFDEL est entré en 1997, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, nous sommes passés du RCD au CNDP. Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Si c'est Freddy Mulumba qui devient président de la République demain, eux ne désarmeront pas. Donc c'est une guerre contre tout un peuple, tout un pays. Alors, l'erreur que les politiciens véreux arrivent à commettre, c'est d'individualiser une agression. Allez dans les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte, je ne peux pas citer les noms des gens ici. Il y a des petits journalistes médiocres, corrompus par le Rwanda, qui font l'apologie de l'agresseur sur les réseaux sociaux. Quand vous souriez, vous voyez déjà de qui je parle. Oui, mais ils font l'apologie du Rwanda, de l'agresseur, du carnage, du viol, des pillages au Congo, en disant attendez, Nanga va arriver jusqu'à Kinshasa. Est-ce que il faut prioriser la démocratie pour laisser de tels individus libres? Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État qui dit que ce conflit, c'est son prédécesseur qui est à la base de ce conflit? Vous avez évoqué le fait que c'est un conflit qui a commencé depuis longtemps, 97, et voilà, aujourd'hui c'est le président Tshisekedi qui fait face à ça. Est-ce qu'on doit considérer ce qu'a dit le chef de l'État, que c'est Kabila qui est derrière cette... Non, il faut bien comprendre le chef de l'État. Ces conflits-là. Il faut bien comprendre le chef de l'État. Il n'a jamais dit que c'est Kabila qui est derrière le M23. Il a dit que c'est Kabila qui est derrière l'AFC. Et c'est l'AFC qui a fait union ou coalition avec le M23. Comme dans leur manière eschatologique, c'est une façon de nationaliser une guerre, de nationaliser une agression pour qu'elle devienne une rébellion. Alors que nous ne sommes pas dans une rébellion, nous sommes dans une agression. L'agression sur le plan sémantique, c'est l'invasion d'un pays par un autre. L'invasion d'un territoire, d'un pays par un autre pays, c'est le cas du Rwanda aujourd'hui. Si en 97, on avait pris M. Laurent Désiré Kabila comme c'était une figure congolaise pour nationaliser cette agression, ils ont continué avec ça jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que Nanga ne représente rien. J'ai pitié de lui. Mais Kabila a aussi dit que c'est Tshisekedi qui est à la base de ça. Il les traite même de tyrans. Voici ce qu'il dit. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présentées à tort comme un groupe armé anarchiste, un proxy d'un État étranger, sans revendication légitime ni un simple désaccord entre le Rwanda et la RDC. Plus tard, il le traite de tyrans, d'opposants, et qui arrêtent arbitrairement les opposants, la société civile, la classe politique. Donc on constate que d'une part, il y a un jeu de ping-pong. L'ancien président dit que c'est l'actuel. L'actuel dit que c'est l'ancien. Si je suis même l'intervention de M. Freddy Mulumba, lui, il est plutôt dans une approche globaliste. Ce ne sont pas les acteurs sur le terrain, mais c'est plutôt l'étranger. Mais où est la vérité dans tout ça? Non, Freddy Mulumba n'a pas dit qu'il n'y a que les globalistes qui font la guerre. Il faut bien le comprendre. Ils sont à la base de la guerre, mais ils utilisent des canaux pour arriver à leur destin. C'est comme ça qu'ils utilisent les Kabila, ils utilisent les Nanga, ils utilisent les Rwandais qui sont devenus des Congolais. Mais ce qu'il faut comprendre par l'attitude de Kabila, c'est qu'il a raté l'occasion de se faire grand. Parce qu'il a prouvé que les carnages, les viols, les pillages, tout ce qui s'est fait comme massacre aujourd'hui à Goma, à Bukavu, ne lui disait rien. Il en était content. Lorsqu'il s'est rendu compte que la voie de la diplomatie congolaise a pris le dessus sur l'hypocrisie de la nébuleuse communauté internationale, c'est maintenant que les armées sud-africaines, burundaises et consorts se mobilisent pour venir nous aider à bouter hors le territoire national l'ennemi. C'est à ce moment-là qu'il intervient. Mais une autre voix indique que ce conflit-ci, c'est un conflit
interethnique, un conflit des personnes d'une certaine communauté linguistique. On dit qu'à Kinshasa, on s'attaque même... Je vais vous aider. L'argument officiel de Kagame pour nous agresser, c'est qu'il y a les FDLR qui sont en République démocratique du Congo, que le gouvernement de Kinshasa serait en train d'utiliser pour déstabiliser le Rwanda. Mais au moment où nous parlons, les 3/4 de la province du Nord Kivu est occupée par le M23, n'est-ce pas? Une partie de la province du Sud Kivu est occupée par le M23. Or, Kagame ne sait pas nous dire que les FDLR sont à l'ouest, au sud de la République démocratique du Congo. Ils sont à l'est. Elles sont à l'est pour déstabiliser le Rwanda. Mais comme c'est le M23 qui lui manipule, qui occupe la grande partie de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, comment est-il incapable de mettre la main sur deux FDLR, nous les présenter? Une fausse raison, un faux alibi. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas... Nous sommes arrivés à un moment où il faut enlever les gants, nous dire des vérités en face. Le gouvernement congolais avait accepté de présenter les plans de neutralisation. Je vais y arriver. Avec M. Lutundu à la tête. Je vais y arriver. La deuxième chose à dire aux Congolais ici, c'est qu'il y a une communauté. Ce sont les Tutsis de la République démocratique du Congo. Ils n'existent pas, on ne sait pas. Là, c'est la question. C'est notre débat. Moi, je suis avocat. D'accord. Je me limite, je m'incline devant les faits. On discute qu'avec les idées. Devant les faits, on s'incline. Les faits sont tels que nous avons des Tutsis au Congo. Il y en a qui sont au gouvernement. Il y en a qui sont au cabinet du président de la République. Il y en a qui sont. Ces gens, lorsque ça brûle à l'Est, aucun leader Tutsi n'a dénoncé une agression. Et ça, c'est un fait. Il faut qu'on se le dise. Aucune condamnation venant de cette race qui se dit être victimisée, être pourchassée au Congo. Est-ce qu'on peut me montrer un seul Tutsi qui a été tabassé, qui a été arrêté, qui a été ceci à Kinshasa? À l'Est, non. Bien au contraire, ce sont des gens qui ont un plan de Kagame qui leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que les Tutsis sont seulement au Rwanda? Sont seulement au Congo? Que font les Tutsis du Burundi? Que font les Tutsis de l'Ouganda? Pourquoi il n'y a que les Tutsis d'origine rwandaise qui s'approprient la guerre des Tutsis? Allez-y comprendre. Le Congolais doit ouvrir l'œil et le bon. C'est dont ils ont peur. C'est effectivement ce qui s'est passé à Bukavu hier. Lorsque la marionnette de Nanga prend parole en public, ne sachant pas ce qui se décide à Kigali, parce que lui ne fait qu'encaisser, on lui dit faites ça, là où les grandes décisions se font, il n'est pas là, à l'instar de Roger Lumbala qui avait rallié l'agression une autre fois. Mais quand nous sommes allés à Runyoni pour les négociations, de petits Rwandais qui n'ont même pas le niveau de Roger Lumbala étaient dans des jeeps, lui était dans le coffre pour venir négocier. Ce sont les faits qui doivent faire que les Congolais doivent ouvrir l'œil et le bon. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui s'est passé hier, c'est l'agenouillement de Kagame et du Rwanda. Kagame et Nanga tient un meeting, et c'est en plein meeting que les Congolais de Bukavu nous disent: nous ne voulons pas des Rwandais que tu nous as amenés, parce que tous les militaires qui sont à Goma et à Bukavu, ce sont les Rwandais. La population a scandé, la population a crié. C'est par cette colère-là qu'ils ont décidé de larguer les bombes. Alors, on vous fait croire, là le Congolais est très naïf, il relaie même ça, que c'est le gouvernement de Kinshasa qui a largué des bombes. Mais à partir d'où? Parce que la ville de Bukavu est occupée par eux-mêmes. À côté, c'est la ville de Goma. Oui. Eh bien, la bombe qui a tué plus de 13 Congolais est venue d'où? Si elle n'est pas venue de Goma, occupée par les Rwandais, si elle n'est pas venue
Merci beaucoup. Ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Merci beaucoup, monsieur Harold Badibanga, pour cette lecture. Alors, monsieur Freddy Mulumba, restons à Bukavu. Hein. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui s'est passé à Bukavu? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi il y a eu ces morts, ces bombes larguées? Je pense que l'histoire doit nous aider. Si vous partez à Bukavu, vous avez la tombe de Monseigneur Muzuriwa. C'est les premiers, comment dirais-je, martyrs. Quand les Rwandais sont arrivés, on l'a assassiné. Il y a beaucoup d'ouvrages sur ça. En 97. Oui, 97, après 97, 98. Donc, à Bukavu, dans leur culture, ils ne peuvent jamais accepter la domination des Rwandais. Vous savez, il y a des réalités, il y a des faits. Du temps de Mobutu, les Rwandais, tout comme on peut dire les Rwandais, venaient travailler chez les Congolais. C'était les Congolais les patrons. Psychologiquement, à l'époque, oui. À l'époque, les Congolais ne peuvent pas accepter que les gens, que eux, étaient considérés comme des travailleurs, deviennent des patrons. Quand ils voient les Rwandais, ils disent que c'est impossible. Je dis, c'est impossible que les Rwandais occupent Goma, occupent Nord Kivu, Sud Kivu. Ils peuvent tuer tout le monde, mais ça n'ira pas très loin. Donc, les Rwandais sous-traitent. Ils sous-traitent qui? Les globalistes, les mondialistes. Là, on revient à la guerre Lafdel. Comment la guerre a été montée par Bill Clinton avec les hommes d'Afrique d'Arkansas, qu'il fallait mettre la main sur le Congo, les diviser en morceaux. Donc, c'est ça les plans de la balkanisation que les mondialistes et les partis, donc on peut dire avec les Américains pendant 30 ans, portaient pour qu'ils puissent aboutir à la balkanisation. Maintenant, il y a une rupture. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'aujourd'hui, ils ont une partie, comme M. Harold Badibanga dit, ils occupent 3/4 du Nord Kivu, ouais, et une grande partie aussi, du Sud Kivu. Ouais. Qu'est-ce qui empêche de couper cette partie du Congo, cette partie avec les restes du pays? Qu'est-ce qui empêche? Je te dis que ça ne marchera pas. Pourquoi d'abord? Je dis que ça, c'est un plan qui était porté par les globalistes. Parce que ce qui intéresse les globalistes, ce sont les minéraux. Vous voyez, ils sont au sud de Kivu, au nord Kivu d'abord. Ils occupent les mines de Rubaya. Ils veulent maintenant mettre la main sur les sud de Kivu, parce qu'il y a encore d'autres minéraux d'or et minéraux de coltan, cassiterite. Ils peuvent aller jusqu'au Katanga. Ce sont des voleurs. Ce sont des barbares qui pensent qu'il faut utiliser la violence pour dominer les autres. Les Rwandais sont des barbares. Il faut le dire ouvertement. Imaginez-vous, nous on était à Kinshasa ici. On prend notre bière calmement. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, un ami pouvait t'empoisonner. Nous, on n'a jamais vu quelqu'un, on coupe la tête. Donc les Rwandais ont amené au Congo des attitudes de comportement de barbares. On coupe la tête, vous paniquez, vous êtes traumatisés, tout le monde fuit. Voilà pourquoi les Congolais ont peur. Ils ont peur du sang. Or, les Rwandais n'ont pas peur du sang. Regardez à l'Est. Ils viennent, ils tuent des gens, on coupe les bras, on coupe la tête. Donc la population fuit. Et quand vous fuyez, ils occupent. Donc ce sont des peuples barbares qui se comportent comme ça. Devant un peuple barbare, on ne discute pas. Vous vous préparez pour vous battre. Comme ça, les Rwandais vont comprendre qu'il y a que chasser à des hommes. Mais quand vous avez des gens faibles, qui sont occupés, humiliés, insultés, les lendemains vous disent non, allons négocier, non. Ça, c'est pas inédit. Je pense que l'arrivée de Trump maintenant nous donne une certaine, comment dirais-je, opportunité d'avoir des hommes. Quand on dit homme chez nous, en Tchouba, on dit Chilobo. Tu comprends? Pas Chilombo. Chilobo. Ouais. Donc quand ta maman t'appelle Chiloboan, il pleure en Chiluba. Je vous donne un exemple. À Bruxelles, quand on était encore étudiant, Etienne Tshisekedi devait descendre à Kinshasa pour faire un meeting. Il arrive à l'aéroport, Jean Gaulle, l'ami de Mobutu, interdit que Etienne voyage. Les policiers belges, ils ont commencé à matraquer les gens. Et moi on suivait ça, on suivait ça à la RTBF. À un moment donné, les femmes ont pleuré à Tchouba. Mon cher ami, les hommes se sont maintenus. On a frappé les policiers belges. Il y a des images même sur le président Tshisekedi actuel. Il est blessé. Pour la toute première fois, les Arabes ont dit ah, maintenant vous êtes des hommes. Parce que vous ne fouillez plus. Donc nous sommes dans cette situation maintenant. Là où il y a des hommes, on ne peut pas accepter une domination extérieure. Je sais qu'il y a des manipulations dans les médias avec des intellectuels faibles qu'on utilise. Mais notre peuple corrompu.
Notre peuple, surtout à Bukavu. C'est à Bukavu, c'est le territoire des résistants. Que dites-vous de ce que Martin Fayulu a déclaré il y a un jour, donc hier, que voilà, il faut que le gouvernement soutienne le processus piloté par SCC5O, qui est aujourd'hui une voie idéale pour sortir de crise. Il a invité tout le monde à soutenir ce processus de SCC5O. Qu'est-ce que vous en pensez? Première chose, quand le peuple a marché à Kinshasa, Fayulu était où? Quand ils sont partis casser les ambassades, Fayulu était où? Tu as vu une élite parler? Le peuple a récupéré son pouvoir. Tous ces élites travaillent pour les intérêts étrangers. Deuxième chose, il y a maintenant un shérif à la Maison Blanche. Trump. Il n'entre pas dans des magouilles là. Les Fayulu n'ont pas de base. C'est ce que je vous dis là. Le Rwanda va se retirer. Dans combien de temps? Je t'ai dit qu'on lui a déjà donné l'ultimatum. Le Rwanda va se retirer. Parce qu'ici, le problème n'est pas entre vous, Congolais, qui se battent que vous battez pour manger. Le problème est géopolitique. Dans les documents sanctionnant les Rwandais, donc Kabarebe et les autres, il y a une phrase qui dit la guerre qui est à l'Est ne permet pas aux entreprises américaines de bien travailler. Donc maintenant, Trump veut que des terres rares, des matières stratégiques profitent à l'Amérique. On n'a pas besoin de guerre. Ces guerres étaient soutenues par les globalistes, les mondialistes qui étaient à Kigali. Tu sais, dans leur carrière, c'était quoi? D'abord, créer Kagame, donc le Rwanda comme le Singapour africain. Pour aller faire. Donc, quand vous partez à Kigali, vous avez des banques, vous avez des banques d'assurance, vous avez toutes les banques qui sont là-bas. Vous avez des usines. Et quand on raffinait les matières premières, ça partait où? En Chine. Voilà pourquoi la Chine se taisait. Mais dès que les shérifs sifflaient, là, il y a une balle en l'air. Tu vois, tout le monde s'est aligné. Donc, il faut maintenant que les Congolais montrent de quoi ils sont capables. Il faut que les élites dans ce pays marchent. Les élites parlent. Quand on dit élite, ce n'est pas parler français. C'est développer ce que je peux appeler l'intelligence stratégique. Nous avons tout. Des minéraux. Nous avons la population. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté de puissance, les ambitions de grandeur. Donc, l'actuelle élite, qui veut demain d'être respectée par Trump, doit porter la volonté de grandeur et puis avoir des ambitions, la volonté politique, des ambitions de grandeur. Sans ça, mon cher ami, nous risquons d'être balayés par l'histoire. Merci beaucoup. Alors, M. Rodbet Banga, l'initiative 5O SCC aujourd'hui, comment vous la trouvez? Surtout que quand on a suivi ce message de l'abbé Monseigneur Cholet, au nom de la 5O, qui dénonce des attaques contre les peuples swahiliphones à Kinshasa. Il est même convoqué au ministère de l'Intérieur pour montrer les preuves de cela. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la cohésion nationale est aussi un moyen de trouver la paix à ce problème? Parce que le chef de l'État a promis de former un gouvernement d'union nationale. Ça peut être la solution aussi au problème. Ce n'est pas la solution. Il faut être clair. Nous sommes dans une guerre d'agression. Qui sont victimes? C'est vous et moi. Que nous soyons dans la cohésion, que nous ne soyons pas dans la cohésion, l'ennemi lui avance. Il n'a pas besoin de notre cohésion, de notre désunion. Non. Ce que Kagame, le Rwanda, les multinationales recherchent au Congo, ce n'est pas notre union, ce n'est pas notre désaccord. Ça, les Congolais doivent le comprendre. L'initiative d'échanger en famille, qu'il y ait problème ou pas, c'est dans notre ADN en tant qu'Africains. En philosophie du langage, c'est même clair, le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Mais nous devons échanger pourquoi à cet instant. C'est dont le Congo a besoin. Freddy l'a bien dit, nous devons avoir ce qu'on appelle en Tchoulouba Bilobo. En Swahili, ce sont les Banaoume. Quand en Swahili on appelle quelqu'un Mwanaoume, c'est un homme de tous les enjeux. C'est lui qui peut résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas livrer les gens à la distraction. Cholet, je suis désolé de le dire, j'aurais été président de la République, j'aurais fait des choses que Mobutu avait fait de Maloula. Vous venez de Kigali, je vous mets dans un avion, je vous envoie à Rome, expulsé. Ça va résoudre quoi, M. Rodbet Banga? La nation ne pardonne pas la traîtrise. Je suis désolé. Est-ce que Cholet sait qu'à Goma, on a fait le carnage? Il peut aller avec ce dialogue-là en
en plein centre de Goma, parler de dialoguer avec Nanga. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour les joies sauvages, mon cher ami. Vous avez posé la question à Freddy. Pourquoi le plan de la balkanisation ne réussit pas jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une dynamique interne forte. L'âme du Congolais de Goma, de Bunagana, n'est pas à Kigali. L'âme là est à Kinshasa. C'est pourquoi ils ont la difficulté d'asseoir cette balkanisation. Et nous, à Kinshasa, on fait quoi? Vous avez un gouverneur qui interdit les manifestations publiques qui vont dans le sens de soutenir l'intégrité du territoire national. Et il est toujours en fonction, mon cher ami. Attendez. Au pillage. Si on casse, c'est parce qu'il devait, lui, le gouverneur, apprendre, savoir, avant d'être gouverneur, que la foule n'a pas d'âme. Voilà pourquoi la loi prévoit l'encadrement des manifestations. Et au moment où nous sommes agressés, l'âme du peuple réagit pour dénoncer ce qui se passe. Où vous interdisez les marches à Kinshasa. Donc vous voulez dire implicitement que vous êtes avec l'ennemi. Kabila avait négocié, on va dire 2009, 2013. Kabila n'avait pas négocié. Et les chefs de l'État même. S'il vous plaît, mon cher ami, Kabila n'avait pas négocié. Il avait fait de la compromission. C'est-à-dire qu'il est arrivé à accepter des choses qui nous coûtent cher jusqu'aujourd'hui. Négocier en relation internationale, c'est céder une part de sa raison. L'interlocuteur cède. Vous arrivez à une intersection, mais qui vous profite à vous tous. La guerre que vous voyez à l'Est, elle a deux versions. La première, c'est la santé économique du Rwanda, qui, compte tenu des matières premières qui sont là, je vous informe que de toute la planète Terre, la partie est de la République démocratique du Congo regorge 60% du cobalt. Et c'est ce cobalt-là qui sert à la fabrication des véhicules, à la fabrication des armes, à la fabrication des batteries. C'est ça l'intérêt économique. La seconde raison, c'est la raison militaire. Avec les accords, parce que vous êtes en train de me dire Kabila avait négocié, mais pourquoi la guerre ne se termine pas? C'est parce que là, l'intérêt militaire du Rwanda, c'était que dans toute la partie Est... Mais quand il avait négocié... Attendez. Oui. Dans toute la partie Est, là, pour qu'on nomme un officier de commandement, un major, il fallait que Kagame accepte. Ce sont les non-dits de ces accords-là. Raison pour laquelle... C'est pourquoi le président ne veut pas négocier avec l'AFCM 23. Non, on ne peut pas négocier. Pourquoi? Parce que négocier veut dire revenir au temps passé, l'acceptation du mixage et du brassage. Je peux te regarder dans les yeux et te dire que l'AFDEL n'a jamais existé. Ah bon? Le RCD n'a jamais existé. Le CNDP n'a jamais existé. Le M23 n'a jamais existé. Pourquoi je le dis? Que les Kinois et les Congolais mettent à côté leur naïveté pour apprendre que toutes les troupes, je dis sans exception aucune, toutes les troupes qui ont combattu au sein de l'AFDEL, qui ont combattu au sein du RCD, qui ont combattu au sein du CNDP M23 aujourd'hui, dès leur début, ce sont des troupes rwandaises et ougandaises. Chemin faisant, on recrute les faibles là, les petits enfants, on les met dans les rangs. Mais 90%, lorsqu'à la fin, ce sont des troupes étrangères. Lorsque la manie de ces gens viennent vous dire nous devons dialoguer, avoir des accords, dans ces accords, ils vous exigent le mixage et le brassage. Le mixage et le brassage, c'est prendre les troupes qui ont combattu, les intégrer dans les FARDC. Prendre les officiels de ces rébellions-là, les mettre dans les services de renseignement. Et conséquence, parce que quand on le dit, les gens nous prennent pour des bêtes, il faut être sérieux. Bosco Ntaganda était ici. Il s'est présenté comme qui? Congolais. Dans l'armée rwandaise, c'était un caporal. À l'issue des accords, il est général.
avec quelle mission? Laurent Kunda, il est où jusqu'aujourd'hui? Dans l'armée rwandaise, il était un sergent. À l'issue du brassage des accords, il est général. Et vous pensez que ces gens-là ont travaillé en faveur de mon pays? Non. Pour preuve, quand on a arrêté Bosco Taganda, il arrive à la CPI, tous on savait ici qu'il était un Congolais. Malgré le fait que nous, là, les Freddy et les autres, on criait, on disait ce sont des Rwandais, personne ne nous a cru. Mais quand il arrive à la CPI, il a dit officiellement qu'il est Rwandais. Kunda a été arrêté. Il va au Rwanda, on nous parle de l'extradition. Pourquoi l'extradition traîne? Le monsieur est chez lui. Et pas plus tard qu'avant-hier, il y a un général congolais tué au front par sa trahison, parce que nos militaires se sont rendus compte qu'il trahit. Mais on a organisé des obsèques avec pompe au Rwanda. Les images existent. Mais c'était notre général luttant dans notre armée. Comment expliquer qu'un Congolais sérieux, un intellectuel, continue à encourager le dialogue pour aboutir au mixage, au brassage qui sont à la base de notre malheur aujourd'hui? Cholet doit se taire. Il doit se taire, et un Congolais sérieux ne peut pas lui prêter oreille. Kabila doit se taire. Doit se taire parce qu'il a craché sur les milliers de morts à Goma. Il a craché sur nos mamans, nos épouses et nos soeurs qui ont été violées. Il ne s'est jamais prononcé. On l'a surnommé recteur de l'université de Kara. Kara et Sili, parce que c'est la victoire diplomatique, pas de Tshisekedi, mais de la République démocratique du Congo. Enfin, je voudrais dire aux amis, on peut échanger, même par visioconférence. Tshisekedi, en tant que président de la République, n'a pas interdit à un acteur politique de lui faire un coup de fil pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Non, moi je vous donne tel conseil, tel conseil. Pourquoi il faut organiser obligatoirement des assises dont on sait qu'elles vont finir par le partage de pouvoir? Est-ce qu'un Congolais sérieux, un politique sérieux, à cet instant où nous sommes agressés, peut penser à devenir directeur général d'une entreprise, ministre, tout ça? C'est n'importe quoi, non? C'est n'importe quoi. Chacun sera redevable. Le Congolais a un œil ouvert. Chacun sera redevable de se dire et de se faire. Merci beaucoup, monsieur Harold Badibanga. Je vais finir avec vous. Monsieur Freddy Mulumba, on est chez votre dernier tour de table. Hein. Le temps passe très vite. Alors, vous avez fini, vous avez en tout cas englobé tout, votre dernière intervention. Donc, parlons de Donald Trump, monsieur Freddy Mulumba. Donald Trump, qui vient, c'est le shérif. Le nouveau shérif à la Maison-Blanche. Le nouveau shérif à la Maison-Blanche. Donald Trump, dans les informations, Donald Trump conditionne l'aide à l'Ukraine par l'échange des matières premières, des ressources, tout ça. Il en a besoin aussi. C'est ça la condition de Donald Trump. Est-ce que ces genres d'accords peuvent être possibles pour nous? Pour mettre la paix en Ukraine, il a besoin des matières premières. Est-ce que chez nous, on ne peut pas faire la même chose? Question d'avoir la paix. Non, vous avez mal compris la vision de Trump. Trump, c'est un homme d'affaires. Pour que les affaires marchent, il faut la paix. Il est en face des gens qui pensent que pour s'enrichir, ce que j'appelle un peu l'accumulation par des possessions, il faut aller faire des guerres et voler les autres. Trump n'est pas dans ça. Trump, il dit, moi je viens, je défends les intérêts américains, et quand j'arrive, vous défendez les vôtres. On fait les deals. C'est une autre vision. D'abord, c'est mieux. Vous voulez que les gens meurent bêtement pour un groupe d'individus, ce qu'on appelle globalistes, dit, mais maintenant, il faut que le peuple ait la liberté et la paix. Que tout celui qui va travailler profite. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'amis qui sont en Europe. Ils disent, oh non, vous savez, Félix a vendu le Congo. J'ai dit, mais c'est quelle réflexion? Actuellement, là, les Rwandais et les multinationales, les globalistes, pillent nos minéraux. Ils volent les minéraux, ils vont les vendre, donc ils vont les raffiner, les vendre à la Chine. Le Congo ne gagne rien. Trump dit, ok, moi j'ai besoin de matières premières, des minéraux stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait? On met faire à la guerre. On dit au Rwanda, à l'Ouganda, ne venez pas encore piller. Il faut que tous les autres qui sont habitués à payer viennent acheter.
Trump veut faire des affaires. Voilà pourquoi on a dit à Kagame de retirer ses troupes et de ne plus soutenir M23. Parce que M23 n'existe pas, c'est Kagame avec les globalistes qui pillaient. D'ailleurs, la population rwandaise est pauvre. Il y a des images là, vous pouvez pleurer. Mais c'est Kagame avec une petite élite qui est à Kigali, avec des globalistes qui pillent le Congo, qui tuent les Congolais. Trump, en entrant à la Maison Blanche, il a mis fin à cela. Donc les 4 années ici ne seront tranquilles. Mais les sanctions que vous saluez aujourd'hui ne sont pas perçues de la même manière. Le président du Congo-Brazza a dit que ça ne va pas résoudre les problèmes. Le président de l'Angola a dit qu'il ne va pas résoudre les problèmes. Même au niveau des pays de l'EAC, ils ont dit que les sanctions contre le Rwanda ou le M23, ça ne va pas apporter la solution. Mais ils parlent en tant que qui? Parce qu'ils étaient ici. Est-ce qu'ils ont mis fin à la guerre? Tu sais pourquoi? Il y a des intérêts, il y a beaucoup d'intérêts. Pendant 30 ans, les globalistes ont tourné sur les toits. Ils pensaient faire la mondialisation, qui est un gouvernement mondial. Actuellement, Trump a mis tout ça en question. Tous les chefs d'État qui travaillent avec le globaliste, ceux qui sont avec le globaliste, je vous dis, mon cher ami, dès que la CIA va reprendre choses en main, on va les balayer. Il y a une vidéo qui est devenue virale, où le président kenyan, il dit que dans une réunion des chefs d'État, le président Tshisekedi avait déclaré que les M23, c'est des Congolais. Ça, c'est le président kenyan qui le dit. C'est ce qu'on appelle des contradictions secondaires. Ici, ce sont la contradiction principale. On occupe notre État, on occupe nos territoires par des barbares qui veulent tuer et nous piller. Nous faisons quoi? On fait la guerre de libération. Ça sont des discussions inutiles là, où les petits politiciens discutent avec les petits journalistes. Ici, nous sommes occupés. Nous faisons quoi pour récupérer notre territoire, pour récupérer nos matières premières, pour que le peuple congolais et africain profite. C'est ce qu'on a comme richesse. Le seul moyen, c'est la guerre, monsieur Il n'y a pas d'autre chose. Je t'ai dit la fois dernière ici. L'Angola fait la guerre. Aujourd'hui, vous parlez de l'Angola. Tu vois l'homme là qui est là. Mais l'élite ne peut pas réfléchir autrement. Je t'ai dit, l'Angola est là. Pourquoi vous respectez Lorenzo? Parce qu'il a la force de frappe. Vous jouez en Angola aujourd'hui, le lendemain matin, vous êtes dehors. Hein? On ne peut pas laisser l'Angola. Une armée forte. Ils sont battus pour être libres et indépendants. Vous, Congolais, vous êtes des jouisseurs. Voilà pourquoi vous voulez toujours des négociations, il faut des forums. Cette élite se retrouve, ils se partagent les postes et passent à la solution. Non, il n'y a que la guerre. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais, l'Ouganda, les multinationales occupent nos territoires. Vous allez récupérer par les négociations? Non. Quand on a une forte armée, comme on a dit, il faut mobiliser les gens, il faut réformer l'armée. Nous chassons Kagame et Museveni avec tous les multinationales qui sont derrière notre territoire. Vous n'êtes pas militaire, mais ça nous prendra combien de temps, monsieur? Parce qu'on est déjà dans 30 ans, on s'est battu pendant 30 ans. Est-ce qu'on devra nécessairement continuer à battre? Par exemple, l'Angola, il ne faut pas aller plus loin. L'Angola s'est battu pendant combien de temps? Vous savez combien de gens sont morts en Angola? Aujourd'hui, ils sont libres et indépendants. Est-ce qu'il faut que les gens meurent davantage? On ne meurt pas. Il faut mourir pour la liberté. C'est ça la culture de l'esclave que vous avez. Vous voulez vivre à n'importe quel prix. Et réaliser tous les grands peuples du monde qui ont tenu, c'est grâce à la lutte de libération. La Chine est là. Si on vous donne les images de la Chine, vers 1911, il fallait voir les Chinois étaient très pauvres, manipulés par l'Occident. Mao arrive, il a tout bouleversé. Aujourd'hui, quand Xi Jinping parle, il dit, l'histoire ne va plus se répéter. On a été humiliés en 1840. Et vous parlez de quoi? Vous êtes occupés, vous voulez négocier avec les bourreaux. C'est quelquefois, les étrangers ne comprennent pas. Et ça, ce sont des élites. Ce sont des mercenaires. Donc, si nous voulons aller plus loin, il faut écarter tous ces mercenaires, avoir des patriotes, qu'on les veuille ou non, le Congo sera libre et indépendant. Je voudrais ajouter avec votre autorisation à la suite de ce dont Freddy Mulumba venait de parler. Et l'image est simple. Vous êtes père de famille, vous rentrez chez vous, vous trouvez un homme qui a occupé votre maison avec votre épouse et vos enfants. Vous lui demandez de partir, il refuse. Vous allez faire quoi? Vous allez vous engager. Attendez, vous allez vous engager pour le sortir de force. Et si le cobalt, l'étain, le cuivre et consorts, ils sont là, ils y sont venus par la force. Et pour qu'ils partent de là, ils doivent avoir une autre force plus grande que la leur. Mzee Laurent Désiré, quand il avançait, on lui avait posé la question, mais il faut une opposition sans armes comme celle de Tshisekedi. Il a répondu,
Il avait dit, on ne peut pas avancer contre quelqu'un armé jusqu'aux dents, mais on avance contre lui avec des discours. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une agression faite à dessein. On demande de quitter, cette agression ne quitte pas. Ils ont besoin, et les Rwandais, et les multinationales, et toute la nébuleuse communauté internationale, ils ont besoin seulement du langage de force. Le langage de force, c'est à deux niveaux. La mobilisation générale. Combien d'émissions comme celle-ci se passent à travers les médias en République démocratique du Congo, en commençant par la chaîne nationale? C'est zéro. Et ça nous fait insulter. Nous sommes agressés, vous voyez des programmes, des gens en train de danser, des gens en train de parler français gratuitement. Honte à nous. DG la RTNC. À son époque, est-ce qu'il a fait la même chose? Non, je suis un témoin oculaire. Il est le seul DG à l'époque qui nous pourchassait téléphoniquement. L'espace est là, venez défendre la République. Et à cette époque-là, la guerre n'était pas comme elle est aujourd'hui. À cet instant, j'attendais fort que ce qui se faisait à l'époque. Le moment de mettre des gants est tombé. De deux, il faut changer de paradigme langagère. J'entends des résolutions cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Je suis occupé, vous me dites cessez-le-feu pour que Goma et Bukavu continuent à être occupés. Nous devons changer de langage. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Et puis nous ne devons plus dénoncer la violation de cessez-le-feu. Nous avons intérêt à récupérer l'intégralité de notre territoire. Accepter un cessez-le-feu maintenant ou le solliciter, c'est accepter que les parties déjà occupées continuent à l'être. Et là, les Congolais doivent le comprendre. Pour finir, je vais demander aux Congolais, ce pays nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, mes chers frères. Si vous attendez que Freddy fasse quelque chose, lui aussi peut attendre que moi je fasse quelque chose, on va nous ravir le pays. Tshisekedi ne fera rien sans nous. Parce que ce pays ne lui appartient pas. Le pays appartient au peuple congolais dont lui-même fait partie. Il a eu juste un mandat de nous diriger pendant un temps. S'il échoue, c'est nous qui avons échoué. S'il réussit, c'est nous qui avons réussi. Voilà pourquoi nous devons nous poser la question. Que faisons-nous pour que l'agresseur quitte le pays? Au lieu de poser la question à Tshisekedi, il fait quoi? On pose la question. J'ai entendu un troubadour de l'UDPS sur un plateau de télévision en train de se poser la question, mais Bemba n'est pas ministre de la Défense, mais pourquoi il va mobiliser les gens à l'Est? Ce troubadour ne se pose pas la question de savoir son ministre de la Défense à lui, qui est de l'UDPS, a fait quoi lorsque le pays est agressé, alors qu'il y a des principes clairs. Il a fait un discours. Écoutez, papa, ne me poussez pas à parler des histoires. Si j'étais président de la République, ce monsieur, j'allais le déchoir immédiatement après ce discours-là, pour deux raisons. La première raison, quand un chef de l'État parle, vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Il fallait laisser le temps au discours du président de la République pour qu'il soit consommé dans la population. Le monsieur a court-circuité l'adresse du président de la République 48 heures après. Mais avec quel discours? Un discours de pacotille, un plagiat fait dans des films des Américains. Alors, ces gens-là ne comprennent pas que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et Salus Populi suprême a légué. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le fait que Bemba mobilise la population, les jeunes de l'Équateur, pour qu'ils soient enrôlés dans l'armée, c'est une infraction dans quel code? Il a péché contre qui? Bien au contraire, tous les membres du gouvernement devraient être debout pour accompagner le président de la République. Vous contentez des gyrophares, vous violez le code de la route comme vous voulez, vous oubliez que ce sont des contraventions. Mais entre-temps, le pays est agressé. Merci beaucoup. Il faut que les choses changent. J'appelle le ministre de la Communication, j'appelle Madame la DG de la RTNC, tous les patrons des médias au Congo. Oui. S'il vous plaît, faites comme Congo Buzz.
On doit avoir des programmes spécifiques contre l'agresseur. Le front médiatique, c'est une arme redoutable. Ces gens ne reculent que lorsqu'ils se rendent compte que le Congolais a pris conscience et connaissance de ce qu'il y a. Il est capable de brûler les ambassades. Il est capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire hier. C'est alors qu'on tue à l'est de la RDC, on viole. Quelqu'un se plaint du fait que les Congolais ont brûlé le mur d'une petite ambassade. Que représente ce mur de cette ambassade qui n'a pris que 5 ou 15 sacs de ciment par rapport aux milliers de morts qui sont à l'est? C'est une représentation d'un État, donc toucher une ambassade, c'est en quelque sorte toucher un État. Toucher une ambassade, selon la convention de Vienne, ça doit être condamné si et seulement si c'est l'initiative d'un gouvernement. Ça, c'est l'âme d'un peuple qui parle, parce qu'on connaît la responsabilité de la France dans ce qui se passe à l'Est. C'est l'Union européenne qui nomme Macron à titre individuel, que c'est lui qui bloque l'exécution des résolutions contre le Rwanda. C'était les Quinois. Et tu vois un petit Quinois qui passe dans les médias et qu'on a pourquoi on a agressé l'ambassade. Il dit n'importe quoi, on est où là? Madame la vice-ministre de l'Intérieur a dit que c'était des infiltrés rwandais qui ont attaqué les ambassades. Allez, c'est la population quinoise qui en a eu marre du comportement de Macron et de la France contre la République démocratique du Congo qui caresse dans le sang de ses poils Paul Kagame. Elle a menti. Ce sont les Quinois. Et si j'étais à Kinshasa, j'allais être de la partie. Vous allez brûler aussi? Mais je le dis, mon cher ami. Est-ce que le mur de l'ambassade de France et des milliers de morts à l'Est, des jeunes gens dont on a coupé les têtes, est-ce qu'il y a commune mesure? Il ne faut pas rire avec les questions d'État. En France, un terroriste, Mohamed Merah, il a tué, je ne sais pas moi, 2 ou 3 personnes, mais on l'a tué en direct, alors qu'il était en train de se rendre. En direct de TV5 et de toutes les chaînes. Qui a condamné ça? Les 3 personnes que Mohamed Merah avait tué, un sujet français d'origine algérienne. On l'a tué alors qu'il se rendait. Par rapport aux 10 millions, plus de 10 millions de morts. Ici, les gens blaguent. Ils comparent la destruction ou un petit feu qui a été mis sur le mur d'une petite ambassade, à peine 15 sacs de ciment, un peu d'eau. On compare ça à des milliers de morts, holocauste. Mais dit, mon peuple est malade. Et quand c'est un membre du gouvernement qui vient dire non, ce sont les Rwandais, c'est quoi ça? Vous donnez trop de valeur au Rwanda. Ce sont les Congolais qui ont brûlé ça parce qu'ils en ont marre de la politique de la France contre la RDC. Si j'étais à Kinshasa, j'allais être de la partie. Monsieur Robert Manga, merci beaucoup d'avoir... Merci beaucoup, monsieur Freddy Mulumba également. Oui. Je pense que le moment est arrivé que l'intelligence s'exerce. L'intelligence stratégique s'impose. Nous sommes dans une rupture d'abord sur le plan géopolitique. L'Occident, l'Amérique n'a plus le monopole de puissance, même pas d'argent. Nous sommes dans une rupture civilisationnelle. Vous avez l'Occident, avec ses valeurs qui s'est imposées pendant 5 siècles. Actuellement, vous avez la Chine qui a émergé. Le président chinois propose 4 initiatives. Initiative pour la civilisation mondiale, initiative pour le développement mondial, initiative pour la sécurité mondiale, initiative une route, une ceinture. Il faut en tenir compte déjà. Et moi je demande à beaucoup de Congolais, au lieu de passer le temps à discuter comment se partager le pouvoir, tout ça, qu'ils étudient vite les Chinois, leur civilisation, leur histoire, leur géopolitique, pour comprendre, parce que c'est le monde de demain. Si vous ne comprenez pas les Chinois, nous serons encore des pays. Voilà. Parce qu'en Chine, leur pensée c'est quoi? Yin Yang. Donc, le mal peut devenir les biens. Mais quand vous avez l'Occident, c'est les biens ou bien les mal.
opposés. Chez les Chinois, non. Donc ils peuvent un jour se rendre compte que vous êtes idiot, mais on vous domine. L'exemple est là. La Chine va investir en Libye. Les Occidentaux vont faire la guerre contre Kadhafi. La Chine a perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a trouvé un compromis avec les Européens, la France en particulier. Pour arriver en Afrique maintenant, il faut que la France soit consultée. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, beaucoup de Chinois investissent. Vous partez au Sénégal, partout. Mais quand ça devient le Congo, ça pose problème. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas de parrain. Donc il y a tout un système qui se met en place. On n'est pas intelligent, on ne comprend pas. Les autres peuples s'organisent pour nous recoloniser. Et là, on va encore reconfigurer la carte de l'Afrique. Et si nous ne sommes pas capables de lire les signes des temps et d'être du bon côté de l'histoire. Toujours du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, M. Robert Banga, d'avoir également été des nôtres. Merci. Faites quand même un plaidoyer pour qu'on nous libéralise les manifestations publiques à Kinshasa. Nous en avons besoin pour faire peur à l'extérieur et à l'agresseur. C'est très important. J'invite monsieur le gouverneur de nous laisser manifester, mais d'encadrer les manifestations. Le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, estimé confrère, s'il vous plaît, donnez-nous la possibilité de manifester, de passer notre message contre la communauté internationale qui soutient Kagame, contre Kagame et contre tous ceux qui roulent contre les intérêts de la République. Faire ce que vous faites, c'est de la naïveté. Vous nous étouffez, vous nous empêchez à manifester et de passer le message que nous avons contre l'agresseur. Merci beaucoup, M. Robert, pour ce message. Merci également, M. Freddy. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Bon week-end chez vous. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Je vous